Es-tu du genre à dépenser tout ton argent pour profiter de la vie? Aujourd'hui, nous allons parler de l'archétype de l'épicurien afin que tu puisses identifier ses particularités pour les ajuster aux besoins. Si tu n'as pas écouté ma vidéo d'introduction sur les archétypes et celle concernant le gardien, eh bien, je t'invite à le faire pour que tu puisses mieux comprendre pourquoi ce n'est pas qu'une question d'argent quand on parle d'argent. Et sur quoi je me base pour faire cette série de capsules sur les 8 archétypes financiers. Je t'ai mis les liens des 2 vidéos dans la description. Bonjour, je m'appelle Aurélie, coach consultante en création de richesse et sur cette chaîne, j'aime aborder des sujets en lien avec l'argent, l'entrepreneuriat et le développement personnel pour aider ceux qui me suivent à se créer une vie d'abondance riche de sens. Laisse-moi te raconter l'histoire de Julie pour mieux comprendre la philosophie des épicuriens. Je te rappelle qu'on porte en général plusieurs archétypes en nous, donc il se peut que l'épicurien en toi soit présent, mais s'il est bien encadré et bien structuré, tu vas pouvoir profiter des plaisirs de la vie tout en étant prévoyante. La première fois que j'ai rencontré Julie, elle revenait d'un voyage dans le sud. Julie est une femme charmante d'une 50aine d'années, pleine de vie, qui adore voyager, manger dans les meilleurs restaurants de la ville, qui aime profiter au maximum des plaisirs de la vie d'une manière générale. Julie travaille depuis de nombreuses années comme courtier immobilier et elle a même réussi à créer son entreprise qui compte maintenant plusieurs courtiers qui travaillent pour elle. Ce qui lui permet de générer assez d'argent pour soutenir son train de vie qui est assez élevé. Lors de nos rencontres, elle était fière de dire qu'elle méritait tout ce qu'elle s'offrait, qu'elle avait travaillé fort pour y arriver et que de toute façon, elle n'emporterait jamais rien au paradis avec elle. Pour l'épicurien, l'argent n'est pas fait pour être épargné, mais pour être utilisé afin de maximiser les plaisirs et les expériences de la vie. Le problème que rencontrait Julie avec cette façon de vivre est que plusieurs fois, elle avait été proche de fermer son entreprise à cause du marché immobilier qui avait été plus difficile, ce qui avait considérablement diminué ses revenus, alors que les frais de roulement et les comptes à payer continuaient de rentrer. Et comme elle avait très peu d'épargne pour faire face au changement, eh bien, elle s'était retrouvée dans des situations de grande vulnérabilité financière. Avec les années qui passaient, elle se rendait bien compte que si elle ne changeait rien à sa façon de gérer ses finances, eh bien, elle risquait de se retrouver à ne jamais avoir la possibilité de travailler, ce qui commençait à l'inquiéter. L'histoire fondamentale des épicuriens. L'épicurien est celui qui voit l'argent comme un outil fondamental pour savourer pleinement les plaisirs de la vie. Contrairement à d'autres archétypes qui peuvent privilégier l'épargne et l'investissement en vue d'un futur incertain, l'épicurien cherche avant tout à maximiser ses expériences sensorielles, que ce soit à travers les voyages, la gastronomie, les sorties d'art ou l'achat de biens matériels. Il recherche une satisfaction immédiate. Ce comportement peut être les conséquences d'une éducation qui a été marquée par la privation. Les gens qui ont grandi dans un environnement où l'argent était rare ou qu'il ne fallait surtout pas le dépenser, eh bien, peuvent avoir ressenti tellement de frustration ou de privation qu'en réaction face à cette éducation, à ces expériences, ils ont décidé d'en profiter au maximum parce que la façon de vivre de leurs parents les avait d'une certaine manière traumatisés. A l'inverse, certains épicuriens ont été élevés par des parents qui étaient eux-mêmes des épicuriens et qui prônaient une philosophie de vie où l'on doit profiter de chaque instant. Ils ont donc transmis à leurs enfants que l'argent devait être utilisé pour se faire plaisir tant qu'il était encore temps. C'est ce qui explique que les épicuriens ont souvent beaucoup de difficultés à focaliser sur des investissements qui sont intangibles comme l'épargne, puisqu'ils préfèrent dépenser pour des plaisirs immédiats, qui sont tangibles et concrets et qui stimulent les 5 sens. Ils sont souvent enviés et perçus par leur entourage comme ceux qui savent vraiment apprécier la vie. Évidemment, cette quête incessante de plaisir peut les amener à négliger les imprévus de la vie et les changements économiques, ce qui les laisse parfois dans des positions financières très vulnérables puisqu'ils n'ont en général pas ou très peu d'argent de côté. L'autre conséquence est également qu'ils devront travailler plus longtemps que les autres pour maintenir leur train de vie, même s'ils auraient envie d'arrêter. Comme dans n'importe quel choix de vie que l'on fait, il y a toujours des conséquences et le fait de les ignorer ne va pas les changer.
Les épicuriens ont la conviction profonde que la vie est trop courte pour se priver des plaisirs qu'elle peut offrir et que l'argent est là pour être utilisé maintenant car personne ne sait de quoi sera fait demain. Dans sa tête, plus d'argent égale à plus de plaisir qui égale à plus de bonheur. L'épicurien a associé le fait de se priver au fait de souffrir. Il voit l'argent non pas comme une simple ressource à accumuler, mais comme un passeport pour des expériences agréables et gratifiantes. Cette philosophie de vie repose sur un sentiment de mérite. Après tout, pourquoi ne pas se récompenser après avoir travaillé dur? Le sentiment de « je le mérite » devient alors central dans son approche de la gestion financière. Le problème, c'est qu'avec cette quête incessante de récompense, il est souvent poussé à faire des achats impulsifs qui servent en réalité à combler un vide intérieur ou à surmonter un sentiment d'inéquation. Dans ce contexte, l'argent devient un moyen de validation personnelle, une façon de se prouver à soi-même et aux autres qu'on est à la hauteur et qu'on mérite le meilleur. Mais cette stratégie, même si elle est très séduisante à court terme, peut mener dans une spirale de dépenses qui laisse peu de place à l'épargne ou à la planification à long terme, ce qui crée une vulnérabilité financière qui s'amplifie avec le temps, puisque plus on vieillit et moins il nous reste de temps pour accumuler de l'argent afin que l'argent travaille pour nous. Si tu te reconnais dans l'épicurien, t'es-tu assuré d'avoir les ressources pour payer les études de tes enfants pour qu'ils puissent avoir les meilleures chances dans la vie? As-tu déjà calculé combien d'argent tu aurais besoin de mettre de côté pour continuer à profiter de la vie quand tu seras à la retraite? Te fais-tu à croire que tu es tellement passionné par ce que tu fais que tu n'arrêteras jamais de travailler? Le but n'est pas d'arrêter de profiter de la vie, mais au contraire de s'assurer que tu pourras toujours en profiter. Le cercle vicieux dans lequel l'épicurien se trouve piégé est celui d'une recherche incessante de gratification immédiate où chaque achat ou expérience lui procure une dose de plaisir instantané, mais qui est le plus souvent qu'autrement éphémère. À chaque nouvelle acquisition ou expérience, il ressent un élan de satisfaction, un moment de bonheur qui, hélas, ne dure que le temps d'une vague passagère. Rapidement, ce plaisir s'estompe, laissant place à un vide intérieur que l'épicurien cherche à combler à nouveau par une nouvelle sensation de plaisir. C'est comme ça qu'il se trouve enfermé dans un cercle vicieux où les dépenses servent principalement à masquer un sentiment de manque, d'insatisfaction profonde et de profond vide intérieur. Le fait d'aller chercher constamment du plaisir par le biais de la consommation peut rapidement conduire à des difficultés financières, surtout lorsque l'argent est dépensé plus vite qu'il n'est gagné. Encore une fois, ce mode de vie, bien qu'il soit très séduisant, crée une précarité financière puisque l'épicurien néglige souvent l'épargne et la planification à long terme, ce qui peut le mettre en difficulté lorsqu'une crise survient ou que les revenus se font plus rares. Et c'est encore pire quand on a un entrepreneur puisque c'est nous-mêmes qui gérons et générons notre revenu. Et si tu es un épicurien, eh bien la gestion de ton entreprise est probablement la même que la gestion de tes finances personnelles. Je t'invite à me contacter si tu as envie de valoriser ton entreprise pour qu'elle puisse financer ton fonds de pension. C'est une des spécialités d'un des membres de mon équipe. Je t'ai mis le lien de prise de rendez-vous de 30 minutes gratuit dans la description de cette vidéo. L'épicurien est profondément animé par une peur sous-jacente qui est celle de ne plus pouvoir profiter des plaisirs de la vie, de manquer des expériences qui enrichissent son existence. Cette crainte, qui est souvent irrationnelle mais qui est vécue comme bien réelle, peut le pousser à adopter des comportements d'achat compulsifs. Inconsciemment, il essaie à tout prix d'éviter de ressentir le sentiment de privation ou d'insuffisance qu'il y a au fond de lui. Il est important de comprendre qu'on essaie toujours d'éviter de ressentir des sensations qui ont été douloureuses dans le passé. Le propre de l'ego est de nous protéger pour éviter que l'on souffre. C'est un mécanisme de défense inconscient qui s'est créé quand on était enfant et qu'on n'avait pas encore les ressources pour prendre de la hauteur pour faire face à ces situations très chargées émotionnellement. En gros,
On est dans des corps d'adultes, mais on est coincé avec des réactions émotionnelles d'enfants blessés jusqu'à ce qu'on prenne du recul et qu'on analyse nos ressentis avec bienveillance, comme on le ferait avec notre enfant pour en prendre soin. C'est comme ça qu'on développe notre intelligence émotionnelle et qu'on reprend notre pouvoir, on arrête de réagir. Pour l'épicurien, l'idée de ne pas être à la hauteur, de ne pas vivre pleinement est insupportable. Ce besoin incessant de combler un manque peut trouver ses racines dans des expériences passées de privation ou dans des comparaisons constantes avec les autres qui ont peut-être eu plus de moyens ou plus de liberté pour se faire plaisir. Sans qu'ils s'en rendent compte, chaque achat devient un acte de rébellion contre ce sentiment de ne pas avoir assez ou de ne pas être assez. Comme je disais précédemment, c'est un mécanisme de défense, un moyen de s'assurer que malgré tout, ils continuent de profiter des bonnes choses de la vie. Mais on s'entend que ces comportements ont leurs limites, même s'ils apportent un réconfort temporaire, eh bien, ils peuvent aussi alimenter un cycle destructeur où l'épicurien se retrouve piégé par ses propres peurs, ce qui l'amène à accumuler des dettes et des regrets alors qu'il cherche désespérément à maintenir une illusion de bonheur et de satisfaction. Sans s'en rendre compte, il est en train de créer exactement ce qu'il veut éviter à tout prix de ressentir. C'est comme si une force plus grande que lui mettait en place une situation pour qu'il puisse prendre conscience de ses blessures d'enfance pour s'en libérer. Le problème est souvent que plutôt que de prendre nos responsabilités en prenant de la hauteur sur ce que nous avons créé, nous nous mettons en mode victime en pensant que c'est la solution. Ce qui fait seulement amplifier le problème. Parce que quand on est une victime, eh bien on donne notre pouvoir à qui veut bien le prendre et on continue de subir là où les situations dans lesquelles nous sommes coincés. Personnellement, j'ai longtemps été une victime et j'étais excellente pour justifier pourquoi c'était jamais de ma faute. C'était une façon que j'avais trouvée, sans m'en rendre compte, d'aller chercher de l'attention et de l'amour des autres car j'avais jamais appris à m'aimer. Ça ne m'avait jamais été enseigné et ça m'a pris plus de 36 ans pour l'apprendre et le mettre en pratique. J'ai dépensé une fortune et des heures de formation pour arriver à l'intégrer et c'est un état d'être que je souhaite à tous les êtres humains. C'est seulement en se posant des questions plus profondes sur la véritable raison de ses achats que l'épicurien va trouver la source de ses comportements. Pour t'aider, je t'ai préparé un exercice d'introspection. Fais la liste des 5 derniers gros achats que tu as faits ou des choses que tu désires profondément. Et puis, pour chaque chose que tu as identifiée, réponds à ces questions. Pourquoi ai-je acheté cet article? Comment me suis-je senti avant cet achat? Comment me suis-je senti après cet achat? Est-ce que je ressens encore la même chose? Sinon, combien de temps a duré cette sensation? Qu'est-ce qui a motivé ces achats? Quelle peur ou autre sentiment difficile, s'il y en a, puis-je identifier en lien avec le fait que cet achat m'a protégé de ressentir ces émotions? La liste suivante peut t'aider à démarrer ton introspection. De la colère, de la joie, de la tristesse, de la frustration, de l'envie, de la rage, de la dépression, du désespoir, de la confusion, un sentiment de ne pas valoir grand-chose, de l'avidité, la compétitivité, de l'anxiété, de la honte, du vide, de l'insuffisance. Si possible, note une peur spécifique que chacun de ces achats t'a aidé à éviter. Ces peurs n'ont pas besoin d'être rationnelles ou défendables. Par exemple, tu as peut-être redécoré ta maison en te basant sur l'idée que cela te permettrait de recevoir plus de monde et de ne plus te sentir seul. En prenant conscience de ces sentiments, pose-toi cette question. Comment pourrais-je trouver de véritables antidotes à la douleur de ces sentiments inconfortables plutôt que de m'apaiser ou de m'anesthésier en cherchant plus de plaisir? Pour reprendre notre pouvoir, il est essentiel de prendre conscience des véritables raisons derrière nos choix de consommation. C'est seulement en identifiant les émotions ou les peurs qui sous-tendent ces achats que l'épicurien va mieux comprendre son comportement et les mécanismes qui le poussent à chercher constamment des sources de plaisir à travers la dépense. C'est en prenant conscience de ces dynamiques internes qu'il peut commencer à briser le cercle vicieux de cette consommation impulsive pour développer une relation beaucoup plus équilibrée et réfléchie avec l'argent.
Beaucoup d'épicuriens prétendent avoir une relation saine avec l'argent, même si c'est souvent la peur qui les pousse à dépenser de manière excessive. Cette peur peut prendre différentes formes, comme la crainte de la privation, de devoir faire face à des émotions inconfortables, voire de mourir. Tant que les créanciers ne viennent pas frapper à la porte, il est facile pour eux d'ignorer cette réalité. En Amérique du Nord, le marketing est constamment en train de propager que le bonheur passe par le plaisir d'essence. Et la culture nord-américaine est conditionnée par du marketing qui alimente constamment la recherche du plaisir d'essence pour cultiver et célébrer le côté épicurien en nous. L'industrie publicitaire moderne qui a été influencée par Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, et qui est aussi considéré comme le pionnier du marketing et des relations publiques, a habilement exploité les désirs et les besoins de validation personnelle pour inciter les gens à consommer davantage et donc à développer leur vice d'avidité. Sa vision était celle d'un monde où les gens n'achèteraient pas une voiture parce qu'elle arrivait à sa fin, mais pour augmenter leur estime personnelle ou leur pouvoir d'attraction sexuelle connu sous le nom de sex appeal. Ou que les gens achèteraient certaines boissons pas parce qu'ils avaient soif, mais pour appartenir à un groupe de gens qui leur ressemblaient. La conclusion est qu'on se fait manipuler comme des marionnettes par les agences de marketing qui exploitent tous les vices de l'humanité pour nous faire croire que telle ou telle expérience va nous permettre de trouver le bonheur qu'on recherche tant. Et la seule façon de reprendre notre pouvoir, ou du moins une partie de notre pouvoir, est de revenir à nous, à nos traumas, à nos blessures d'enfance et à tout ce qui a eu un profond impact sur nous pour arrêter d'être manipulés par des agences ou des personnes qui savent exactement où aller pour nous faire acheter toutes sortes de choses qui sont superficielles et qui apportent seulement un répit éphémère et superficiel plutôt qu'un plaisir durable et profond. Cette quête incessante du plaisir par la consommation entraîne des habitudes financières inconscientes qui mettent en péril la qualité de vie que ces individus recherchent désespérément. Les épicuriens doivent faire preuve de compassion envers eux-mêmes et être rigoureusement honnêtes quant aux véritables motivations derrière leurs dépenses. Ils doivent se demander comment ce comportement les protège de douleurs plus profondes et comment cette recherche excessive de satisfaction crée un déséquilibre dans leur vie. L'endettement est une conséquence naturelle de cette quête de plaisir incontrôlée, un problème très répandu aux États-Unis et au Canada et en particulier au Québec. Les coûts émotionnels et financiers de ce mode de vie peuvent être extrêmement élevés. Les épicuriens imaginent souvent une retraite remplie de voyages et de luxe, mais en raison de leurs habitudes de consommation, ces rêves restent souvent illusoires. La réalité de la retraite est souvent un réveil brutal pour ceux qui n'ont pas suffisamment économisé. Les statistiques montrent que beaucoup d'entre nous vivront longtemps, mais si nous n'avons pas assez épargné, à quel point ces années dorées seront vraiment agréables. Les épicuriens qui se rendent jusqu'à la faillite ou à la proposition de consommateurs doivent souvent faire face à un crédit ruiné pendant quelques années, à la culpabilité, à de la honte et à une retraite appauvrie. Beaucoup d'héritiers ou de joueurs de haut niveau issus de familles défavorisées dépensent des sommes importantes pour acheter des objets coûteux sur un coup de tête sans pouvoir se le permettre. Cette recherche de plaisir à outrance, dans ses formes les plus malsaines, peut priver les individus de leur pouvoir de choix et de leur autonomie. Maintenant, voyons comment reprendre son pouvoir en redéfinissant le plaisir. Alors je t'invite à identifier 5 choses ou façons d'être qui sont les plus importantes pour toi dans ta vie. Si tu es comme la plupart des gens, certaines ou toutes les choses que tu as listées ne seront pas des choses que tu possèdes. Tu as peut-être listé ta famille ou ton temps libre. Si tu as listé des objets, ce sont probablement des éléments qui servent un but plus élevé comme ta maison ou même ton véhicule. Liste 5 choses pour lesquelles tu as dépensé de l'argent la semaine dernière. Reviens à ta liste et pour chaque élément, réponds à cette question. Quand j'ai dépensé de l'argent pour ça, comment est-ce que je soutenais ou non les 5 choses les plus importantes que j'ai listées précédemment? En résumé, tu es probablement un épicurien si tu épargnes moins de 5% de ton revenu.
Lorsque tu te sens à l'aise financièrement, tu as tendance à acheter des choses qui ne sont pas nécessaires à ton mode de vie de base. Tes dettes dépassent tes actifs parce que tu as acheté plusieurs articles à crédit. Tu optes pour reporter les paiements jusqu'à l'année prochaine pour satisfaire ton désir de profiter de quelque chose de nouveau plus tôt que prévu. Tes investissements, si tu en as, sont souvent dans des résidences secondaires, des collections d'art, des vins fins, des bijoux ou d'autres objets de collection. Tu pratiques régulièrement la thérapie par le shopping lorsque tu te sens déprimé en dépensant au-delà de ton budget pour des articles qui ne sont pas des nécessités. Et tu dépenses pour des articles de luxe, créant des tensions dans ta relation avec ton conjoint ou ton partenaire. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais te partager sur l'archétype de l'épicurien. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que ça t'aide à te comprendre ou bien à comprendre certaines personnes de ton entourage. Alors je t'invite vraiment à me laisser un commentaire pour me partager tes prises de conscience. Pense à liker et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider certaines personnes de ton entourage ou de ton réseau à avoir une meilleure relation à l'argent. La semaine prochaine, nous allons étudier l'archétype de l'idéaliste qui accorde la plus grande importance à la créativité, à la compassion, à la justice sociale et à la croissance spirituelle. Alors je te dis à la semaine prochaine!